Bonjour à tous, à toutes. Soyez tous et toutes bienvenus à cette séance du IP Talks. Je m'appelle Manali, je suis la hôtesse de cette rencontre. Je suis étudiante au sein du IP. Je suis aussi psychanalyste en Inde. J'ai les cheveux noirs. J'ai une chemise blanche. Je porte aussi des lunettes avec la monture noire. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. On devrait avoir deux conférencières aujourd'hui, mais Tatiana ne peut pas être là avec nous aujourd'hui pour des raisons de santé. Donc, Sylvia, elle va parler et ensuite, Tatiana va enregistrer sa conférence et nous envoyer après. C'est une spécialiste en neuropsychanalyse, c'est une personne non binaire, une activiste, autiste et, et elle se consacre à l'autisme, des questions des genres et la psychanalyse. Nous avons l'honneur d'avoir Sylvia Lippi aujourd'hui. Elle est d'origine italienne. Elle Elle a fait des études en philosophie, elle est psychanalyste aussi. Elle a fait un doctorat, elle est psychanalyste en institution. Elle est aussi prof à l'Université de Paris. Elle a plusieurs publications. Je vais essayer de prononcer les français le mieux possible. Je ne parle pas français. Parmi ses publications, Bertelli, Lacan, elle a Sylvia can plusieurs correct me publications later. en français. A warm Don't worry. thank you. Yeah, go to the last one. Go directly to the last one. Don't Yeah. worry. Non, tu peux déjà aller à la Some of the dernière publications publication. amongst Tu n'as pas other besoin de tout publications, citer. which Ce sont certaines de we'll ces let you know more about. publications. A warm thank you as well to our interpreters, Fernanda translating French and Portuguese, and Nous Maya aimerions translating aussi Portuguese and remercier English. les We're also interprètes, joined by Fernanda Wilson, en français, psychoanalyst and portugais, Maya psychologist, the next anglais, speaker, who will portugais. be Nous avons today's aussi narrator Jed and lead the Wilson, discussion after psychanalyste, Sylvia's talk. euh, Now, I would like to invite qui Benoit, va the faire psychoanalyst, founder and l'intermédiation director of du IAPI, débat to après present the psychoanalytic foundations of the l'exposé de IAPI. Sylvia. Et je vais Benoit, inviter Benoît pour over to you. présenter les formations du IP. The Benoît, floor is yours. c'est avec vous maintenant. Muito obrigado, Manali. Muito obrigado, Manali. Bom Merci dia a beaucoup, todas, todos, Manali. todos. Bonjour Muito à feliz de estar tous, aqui com à vocês. toutes et à tous. É Je uma suis honra très contente d'être là de avec estar vous. C'est un na honneur presença pour de moi vocês, na presença d'être là avec a Sylvia Lippi. É uma Sylvia honra para mim. Lippi. C'est vraiment Referir-se muito un rapidamente honneur. Je vais dentro do parler très Instituto rapidement. Internacional de Psicanálise e L'Institut a gente international de quis compartilhar isso psychanalyse, com vocês. et on a Vai voulu abrir partager avec vous. On va ouvrir deux nouvelles formations en septembre 2025. Pour ceux et celles qui sont intéressés, on va mettre en lien sur les chats une formation qui est ouverte à tout le monde, où on va travailler les fondements de la psychanalyse, et une autre formation qui sera ouverte à ceux et celles qui ont déjà une expérience clinique, où on va travailler beaucoup la question de la technique psychanalytique. Ces formations à partir de l'orientation, de la spécificité de l'Institut qui a ce désir de construire et participer à la construction et de l'étude d'une psychanalyse ouverte, décoloniale, internationale, en plusieurs langues. Et voilà. Ouverte aussi aux personnes minorisées. C'est ça. Hein? Thank you, Benoit. And now it's my Merci, pleasure to give the Benoît. floor to Sylvia Lippi. Et maintenant, Sylvia, thank you for j'ai le being with plaisir us de today passer la for parole à the Sylvia
Merci Thank you very beaucoup much. d'être So, là avec nous. Merci everybody beaucoup. hear me? Pardon, je rentre Euh, en français. Donc, euh, c'est magnifique, je dois dire, d'être avec vous. Je suis évidemment très touchée par les faits que la psychanalyse existe dans tous les coins du monde. Et je crois vraiment qu'il faut vraiment la détacher de cette centralité européenne, française. Déjà, moi, je l'avais un peu déplacée parce que, bon, je travaille quand même beaucoup en Italie, mais disons que je pense que c'est vraiment le futur de notre discipline et vraiment dans le reste du monde. Et voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler disons, d'un aspect qui m'est très au cœur, c'est-à-dire les rapports entre les singuliers et les collectifs par rapport à notre clinique psychanalytique. Je tiens beaucoup à dire clinique parce que il ne s'agit pas d'avoir un discours sur les collectifs porté par un psychanalyste, à l'occurrence moi, mais d'essayer de voir comment dans la cure et dans les sociales, de façon renversée, singulier et collectif doivent désormais être penser ensemble, doivent entre guillemets évidemment, mais disons, ma recherche va vers comment penser ensemble les singuliers, les radicalement singuliers et les collectifs. Je voudrais vous citer tout de suite en exergue une phrase d'un philosophe euh, d'origine italienne qui est très connu et qui vit aux États-Unis. Et c'est une phrase pour moi très importante qui servira peut-être des points de départ pour cette rencontre. Alors, le corps se trouve sur notre route dès qu'il est question des changements sociaux. Donc, disons, c'est encore une fois, c'est intéressant parce que les corps sera vraiment les points d'intersection entre la singulier et le collectif. Autre chose, je suis allée aujourd'hui, ce matin, avoir une exposition au Centre Pompidou à Paris, où il y a une expo de photos vraiment extraordinaire de Tillmans. Et partout, c'est écrit. Il y a aussi une chanson lorsqu'il y a des vidéos avec des photos à lui, il y a une phrase qui est Your core is your. C'est très intéressant aussi, parce que your core, on dirait ton corps est à toi. On dirait que ton corps est à toi, ça va de soi, que ton corps est à toi. Eh bien, évidemment, le fait qu'il insiste sur ces termes, ça veut dire que ce n'est pas vrai que ton corps va à toi, que ça va de soi que le corps soit à soi. Mais disons, pour commencer, je voudrais aussi préciser que, disons, il y a quelques années, en France, Paul Preciado a fait un discours dans une grande association de psychanalyse, Paul Preciado, le philosophe, et il a évidemment appelé les psychanalyses en quelque sorte, au moins c'est comme ça que j'ai entendu son message, alors que les psychanalystes ont pensé que c'est une critique à la psychanalyse. Moi, je l'ai considéré comme un appel, c'est-à-dire venez avec nous, ou alors vous serez tout seul dans votre coin et la psychanalyse va mourir dans son coin européen, français ou je ne sais pas où. Et moi, j'ai pris au sérieux son appel et disons que je pense qu'il a la question trans, au mieux les transitions des genres que nous avons rencontrées dans nos cabinets et que nous rencontrons sont vraiment disons, les points de départ pour repenser la psychanalyse aujourd'hui. Je pense que non seulement cet appel de Preciado, mais tout ce qui va avec son travail, et le travail, encore une fois, des trans studies ou feminist studies, nous permettent, encore une fois, de repenser la psychanalyse d'un point de vue théorique et d'un point de vue clinique. Et première chose que j'ai appris avec de mes patients et patientes trans, c'est que les mouvements collectifs sont très importants pour cette personne. Dans ma clinique, j'ai pu voir que la plupart de mes patients et patientes trans sont engagés politiquement et militent pour défendre les droits de leur communauté et pour d'autres causes d'ailleurs.
partagé par d'autres communautés, hein, par exemple les causes féministes, racisées, écologistes, etc. Donc, je répète la question, comment peut-on penser aujourd'hui un collectif d'un point de vue de la psychanalyse? Non, il y a évidemment une théorie psychanalytique des groupes hein, très connue, développée par Freud, en particulier dans Psychologie des foules et Analyse du moi, où Freud explique, hein, à mon avis assez à juste titre, qu'une certaine modalité de faire lien social est rassemblée autour d'une figure paternelle ou phallique, hein, et qui devient, encore une fois, une foule hein, bougée par un idéal. Hein. Donc ça, c'est une modalité qui existe hein, de faire un lien social. Pensons au fascisme, qui aujourd'hui, malheureusement, sont des retours dans beaucoup de pays. C'est quelque chose qui peut être vraiment très, très explicatif. Hein. Je vais un peu vite là parce que c'est pas mon sujet, mais disons, de cette modalité centralisée sur des figures idéales à tuer, à les faire naître, et avec une sorte de concentration, de prédation par rapport à l'élément idéalisant. Et évidemment, il y a une grande partie des psychanalystes qui sont encore aujourd'hui convaincus que tout collectif est une foule. C'est-à-dire qu'il y a une seule modalité. Alors, soit on a les singuliers, c'est-à-dire les sujets ou l'individu, si vous préférez, qui va tout seul dans les cabinets voir un psychanalyste. Et de l'autre côté, à l'opposé, il y aurait cette foule ou cette collectif qui est forcément, encore une fois, destiné, encore une fois, à devenir une foule fasciste. Or, peut-on dire, par exemple, que des communautés LGBT ou des communautés féministes ou même des communautés, disons, qui s'intéressent aux questions sociales, sont toutes forcément de cet ordre, organisées d'un point de vue de l'inconscient, évidemment organisées de cette façon-là. Donc, par exemple, prenons les communautés LGBT. Je raccourcis un peu pour que ça soit plus facile pour moi à les prononcer en français. Mais disons, les communautés trans LGBT sont-elles fondées sur l'identification à un idéal commun ou il y a quelque chose d'autre qui les unit hein? Et c'est évidemment mon hypothèse. Et mon hypothèse est justement que quelque chose d'autre qui les unit pourrait être les corps. Un corps traumatisé, autrement dit, touché par les traumas. C'est-à-dire, c'est l'effet d'avoir subi hein, des traumas, hein, les personnes singulièrement, hein, parce que ça c'est très important d'un point de vue psychanalytique, les traumas est une notion singulière. Les traumas, c'est ce qu'il y a de plus radicalement. Hein. Comment? Ça va? Pardon, j'entends des voix. C'est bon? Ok, voilà. Oui, donc j'étais sur la question du trauma. Donc les traumas, disons, c'est l'expérience, si vous voulez, un événement que le sujet vit et qui a quelque chose de vraiment très, très, très singulier. C'est l'élément plus radicalement singulier pour les sujets. Bien sûr, socialement, on peut parler de trauma collectif, hein, pourquoi pas, mais disons, d'un point de vue psychanalytique, ces termes n'ont pas beaucoup de sens parce que chacun a sa manière de faire avec les traumatismes qu'il a vécus. Hein. Et donc, l'idée, c'est à partir hein, de ces traumatismes vécus, à partir, disons, socialement vécus, alors nous sommes concentrés par des questions principalement sociales, à partir de ces traumatismes, les sujets s'inventent une modalité singulière pour supporter, hein, et c'est les corps en particulier qui inventent cette modalité. Est-ce que ces corps qui se réinventent, qui trouvent des solutions à partir de ce qu'il a vécu, pourraient être une modalité de faire lien social? Vous voyez, sans toucher à l'idéal, hein, sans toucher au phallique, sans toucher à l'idéalisation du père. Donc, première hypothèse. Deuxième hypothèse, qu'il est impossible de dissocier la question de l'identité du corps. Hein. Attention, corps, je n'entends pas du tout le corps anatomique. Hein. Je n'entends pas non plus l'image narcissique, hein, l'image de ce que nous sommes, mais justement un instrument de lutte.
toujours, en suivant Silvia Federici, l'idée est vraiment que ces corps comme instrument de lutte. Donc, sans cette incarnation, je dirais, avec Marx, qu'il n'y a pas de révolution. Et cette incarnation est possible grâce aux symptômes. Je vous rappelle que pour Lacan, c'est Marx l'inventeur du symptôme. Alors, il faut vraiment s'expliquer d'abord qu'est-ce que nous entendons par symptôme. Autre chose, vraiment, pourquoi j'ai cité Marx là, c'est parce que Marx a beaucoup insisté, encore une fois, sur c'est pas simplement l'effet de prendre conscience de ses propres mots qui permet de faire la révolution, mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, que c'est justement les corps en souffrance. C'est pour ça que Lacan dit que c'est Marx, l'inventeur du symptôme en tant que corps en souffrance et qui commence la révolte. Donc, les symptômes pour la psychanalyse n'est pas un trouble à extirper. Certes, il est gênant, surtout beaucoup de personnes, beaucoup de nos patients et patientes viennent nous voir, notamment parce qu'ils ont un symptôme qui les dérange. Madame, j'ai toujours mal à la gorge, alors qu'en réalité, j'ai rien, ou alors j'ai des crises de boulimie, des crises d'anorexie, toutes sortes de situations, de la phobie, toutes sortes de situations qui embêtent en quelque sorte les sujets et qui passent toujours par le corps. Donc, il peut être, comme je disais, gênant, parce que, pourquoi il est gênant? Parce que de toute façon, chaque fois qu'un symptôme se présente ou se représente, dans la théorie freudienne, il est toujours une manifestation du trauma après coup. Si on ne peut pas, encore une fois, revenir à l'expérience traumatique originaire, bien sûr, on peut se rappeler de l'événement, mais on ne peut pas savoir ce qui s'est passé au niveau psychique et au niveau corporel. Comment les sujets ont vécu leur traumatisme. Je pense, pour vous donner un exemple, je reçois en particulier après mon livre Sœurs pour une psychanalyse féministe, qui d'ailleurs, je profite pour le dire, qu'il sera publié en anglais et bientôt, je pense courant 2026 en portugais. Il a déjà été traduit d'ailleurs en portugais. Disons, les patientes, souvent qui ont subi des traumatismes ou des abus sexuels, souvent, elles arrivent, elles disent, je ne me rappelle pas, je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas exactement. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle invente, qu'elle fantasme, etc., comme certains, disons, psychanalystes à la papa, je les appelle un peu réactionnaires, ou qui ne veulent pas entendre, disons, cette voix un peu, disons, gênant pour un certain monde hétéropatriarcal qui est en crise. Ils sont pas du tout il faut les entendre vraiment comme vraiment les sujets montrent à quel point l'expérience singulière est difficile à tenir dans les mains, à comprendre, à saisir. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je dis que dans les symptômes, dans l'expérience du symptôme, une attaque de boulimie, quelque part, il y a toujours l'expérience du traumatisme qui se répète. C'est pour ça qu'on ne peut pas décider d'arrêter de faire une crise de boulimie. On ne peut pas décider d'arrêter, je ne sais pas, une crise classique ou une crise d'angoisse. Et Freud dit exactement que les symptômes est l'après-coup du traumatisme. Donc il y a, encore une fois, parce que les traumatismes, comme cette place vide, où on ne sait pas trop ce qui s'est passé, encore une fois, je répète, ça n'a rien à voir avec l'effet en lui-même, mais on ne sait pas au niveau psychique ce qui s'est passé, et les seules preuves que nous avons de ces traumatismes est la répétition dans les symptômes. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, les symptômes? Il y a quelque chose qui gêne, mais il peut aussi se transformer, et transformer ainsi le corps qui le supporte. Et c'est ça, disons, tout le travail analytique, c'est de transformer ces corps en souffrance et faire si qu'il y ait, encore une fois, non une éradication du symptôme, qui c'est impossible en quelque sorte, parce qu'il y a encore, comme je disais, cette trace du traumatisme indélébile. Mais il y a une manière de les transformer.
Lacan parlait de la fin d'analyse comme d'une identification aux symptômes. Hein, intéressant cette phrase. Identification aux symptômes, ça veut dire qu'il y a une modalité de jouir traumatique, hein, avec laquelle les sujets ne peuvent pas avoir maîtrise ou ne peut pas intervenir directement, mais elle peut transformer la forme et ne plus la rendre toxique. Hein. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui est, disons, une femme boulimique devient, un exemple vraiment un peu idiot, mais pour vous rendre l'idée, donc habitué avec cette pulsion, disons, comment dire, des pouvoirs, prendre les aliments partout, peut devenir une grande chercheuse. Donc, la même voracité peut l'avoir dans la lecture des livres, par exemple. Hein. Mais encore une fois, dans cette transformation, hein, les symptômes ont changé et n'est plus troublant et gênant pour les sujets. Hein. C'est ce que la psychanalyste française Colette Solaire appelle les symptômes heureux. Hein. Et c'est surtout un symptôme qui permet au sujet l'inscription dans les liens sociaux. Ça, c'est le point plus important. C'est-à-dire, au fond, chacun d'entre nous vit dans le monde et participe au monde à partir, avec toujours un symptôme. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose d'un peu qui ne marche pas tout à fait. Hein. Mais, encore une fois, dans la transformation heureuse de ces symptômes, peut devenir, disons, ces symptômes peuvent devenir les mêmes modalités de jouissance peut faire que les sujets trouvent une façon adaptable, disons, même heureuse, hein, d'être part du monde. Quand faire partie du monde devient un engagement collectif, ça c'est ma thèse, c'est vraiment l'apothéose. Non, j'exagère, mais disons, c'est vraiment l'idée que les symptômes a pu se transformer. Mais encore une fois, dans cette transformation, il faut toujours quelque chose qui se bricole, comme dirait Lévi-Strauss, quelque chose qui tient un peu comme il peut, mais encore une fois, qui n'empêche pas l'inscription dans les liens sociaux et, encore une fois, surtout l'engagement collectif. Par rapport disons, à cet exemple des symptômes qui trouvent, disons, une vie dans l'expérience des collectifs militantes, je prendrai comme exemple un film d'Isabelle Solas qui s'appelle « Nos corps sont vos champs de bataille », qui, je pense qu'il est sorti dans plusieurs pays, sûrement au Brésil et dans les pays hispanophones, parce que c'est un film qui a été tourné en Argentine à l'intérieur des différentes communautés transgenres. Et c'est un film de 2022 qui montre avec une délicatesse et une précision admirable que dans la vie des personnes trans, l'intime et le politique se mêlent indissolublement, et c'est là, à partir du corps traversé par les symptômes. Donc, ça c'est un peu mon hypothèse, que l'invention d'une certaine identité des genres est inséparable de l'activité militante, et les corps genrés se fabriquent aussi comme corps de lutte féministe. Appelons vraiment lutte féministe, disons, une façon un peu généralisée de penser la manière de se mettre ensemble des minorités comme des minorités entre elles. Je vous rappelle qu'il y a une très belle chanson de John Lennon et Yoko Ono qui s'appelle, je dis les titres en anglais, Women are the niggers of the world. Les femmes sont les noirs niggers, de la façon plus forte du monde. C'est-à-dire que du moment qu'on est dans une position où on est, disons, on subit une attitude phallique dominante, hétéropatriarcale si vous voulez, on est quelque part soudé à partir de notre position traumatique. Je répète encore une fois, on n'est pas dans un idéal, on n'est pas
dans une unité monolithique, notamment parce que ces formes d'unité, disons, cette forme de collectif traumatique, sont, notamment, assument les différences. Hein. On n'a pas besoin d'être du même sexe, on n'a pas besoin d'être, je ne sais pas, du même, de même couleur, de la même race, de la même position sociale, etc. Hein. Il y a vraiment quelque chose de ce collectif qui inscrit la différence dans le collectif lui-même. Hein. Le philosophe italien Antonio Negri parle justement des multitudes, hein, que c'est un terme, à mon avis, qui est très utilisé aussi par les anarchistes dans le monde entier. Et c'est très intéressant parce que ça permet de voir comment la multitude, écrit-il, prend toujours en compte la singularité. C'est-à-dire la multitude est une multitude parce qu'on ne peut faire, disons, on ne peut pas faire l'impasse de la singularité. Hein. Et ça, c'est le point très important, parce qu'alors, dans les collectifs pensés à partir de la foule ou de l'identification phallique au leader, là, encore une fois, la singularité est écrasée. Hein, le traumatisme n'est pas pris en compte, hein, est, disons, effacé, refoulé, au pire du renforcement du moi. Or, ce que je soutiendrai ici, qu'encore une fois, l'identité des genres n'est pas, au fond, une identité. Hein, est quelque chose qui va beaucoup plus en profondeur, qui concerne justement les corps en souffrance, que j'appelle les symptômes. Donc, et dans ces films, encore, en suivant les films d'Isabelle Solas, en suivant la vie de plusieurs travestis, hein, parce que comme ça, ils s'appellent dans les films, transgenres, dirions-nous en France, les films montrent que, loin de pousser à la standardisation des corps, la transidentité permet une diversité heureuse, chacune trouvant dans la sororité la force de se maintenir dans un monde inhospitalier. Hein. Donc, vous voyez plusieurs points, comment les collectifs et les singuliers peuvent être pensés ensemble, vous l'aurez déjà compris, à partir du corps, mais à partir d'un corps traversé par le traumatisme, c'est-à-dire un corps symptomé, hein, c'est-à-dire un corps symptôme, hein, un corps symptôme qui n'est pas, encore une fois, j'insiste, hein, quand je dis symptômes, je ne dis pas les mal, les gènes, les troubles au sens de la psychiatrie ordinaire. Hein. C'est vraiment cet élément qui inscrit les singuliers plus profondes, tout, hein, en pensant, encore une fois, la transformation possible et même heureuse. Hein. Donc, la question du corps donc, est centrale dans le film d'Isabelle Solas, nos corps sont vos champs de bataille, mais au lieu de se focaliser sur l'anatomie et l'identité, hein, met l'accent sur la rencontre entre des personnes trans différentes, mais unies dans la lutte partagée. Hein. Ce film est merveilleux parce qu'encore une fois, il y a une des deux protagonistes qui vient vraiment, disons, de la partie un peu plus basse, disons, socialement plus problématique, une autre est fille de professeur, je veux dire. Et chacune avec l'autre, hein, ils trouvent vraiment une manière d'être très soudés ensemble à partir, encore une fois, de ces propres traumatismes singuliers transformés en symptômes collectifs. Donc, ces corps fonctionnent, je dirais, à la fois comme emblème symbolique, hein, et marque réelle de la bataille en cours. Hein. Enjeu de ces combats et l'effet du combat, hein, et l'effet du combat qui mène ensemble. Donc, chaque corps singulièrement traumatisé, hein, chacun a sa propre histoire, hein, nous dirons, est partie intégrante du corps collectif, hein, du lutte au présent. De passif dans la blessure, hein, ces corps, il devient actif dans la militance. Hein. J'ai toujours insisté parmi mes patientes qui dénoncent parfois des abus, hein, du moment qu'ils dénoncent, y compris aussi les personnes trans qui sont, comme je vous disais, hein, au moins pour ce qui concerne mes patients et patientes, souvent sont très engagés militairement. Du moment qu'ils parlent, hein, du moment que ces corps s'expriment, ils sont jamais des victimes. Hein. Alors, encore une fois, ah oui, une victimisation, ou alors, voilà, une victimisation de la part des féministes, des communautés LGBT, etc. Non, c'est l'inverse. Dès qu'on dénonce, on est actif. Hein. C'est là qu'on passe de la passive de la blessure à l'activité de la militance. Et ça, on en fait
l'expérience clinique. Hein. Vraiment, je pense que tous les collègues qui suivent ou qui ont des personnes trans, les peu de personnes trans qui restent quand même un peu, qui font un peu confiance à la psychanalyse, il y en a encore, heureusement, et j'espère que nous allons penser ensemble justement aux nouvelles psychanalyses. Disons souvent, vraiment, on voit à quel point les faits qu'elles ne sont pas seules, cette personne et ses corps, je dirais même, dans la souffrance, changent complètement leur manière de parler avec moi, leur manière de parler avec les autres et leur manière de lutter ensemble. L'effet qu'il y a de l'autre, l'effet qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas laissés seuls dans leur coin, chacun avec son traumatisme, comme ça a été aussi pour les premières personnes trans qu'on connaît dans l'histoire. Disons qu'il était seul avec la honte, avec la peur et tout ce qui concerne les premières femmes qui allaient voir Freud. Il y a vraiment, disons, une communauté entre les personnes trans et certaines femmes abusées sexuellement qui allaient voir Freud. Et au départ, elle était seule. Il avait que ces cabinets, ces psychanalystes viennois qui faisaient comme ils pouvaient, évidemment. Mais au moins, ces femmes dans les cabinets de Freud ont commencé à parler. Donc, dès qu'on commence à parler, disons, la vie singulière et la vie collective changent. Donc, je dirais qu'encore les champs de bataille, donc, faut être entendu dans les films comme les lieux de l'engagement, et c'est ce que je vais essayer de démontrer, parce que la psychanalyse elle-même aussi doit être un peu militante, s'il ne veut pas mourir, je pense, surtout aujourd'hui. Mais j'insiste pour Isabelle, pour la réalisatrice, les champs de bataille et l'espace où la bataille a lieu, à savoir l'endroit où le monde hétéronormé exprime son mal-être à l'égard de la subversion du genre. Donc, le corps est un problème pour les personnes cisgenres. Parce que, comme je disais, dans les autres collectivités, les foules, on essaie de l'oublier, le corps, tout en fonction de l'idéal et de la pensée, disons, et d'une pensée qui permet, encore une fois, de renforcer le narcissisme. Ici, on est tout à fait à l'inverse. Ici, le corps peut vivre, on donne la place à ces corps traumatisés d'exister avec les autres corps. Donc, à travers l'opposition entre nos corps et vos champs de bataille, nos corps, ça serait les corps des trans, sont vos champs de bataille, Isabelle Solas veut indiquer que les corps trans sont les lieux de notre guerre et surtout de notre violence à leur égard. Donc, c'est vraiment un film qui nous arrive un peu à la figure, mais encore une fois, ça nous permet justement de nous interroger de l'intérieur par rapport à ces positions. Donc, et on voit aussi dans ces films que l'être femme ne dépend pas donc des déterminismes anatomiques, ce qui, je pense qu'aujourd'hui va un peu de soi, ces constats, au moins, disons, dans les milieux que je fréquente, et surtout que ce n'est pas un privilège, je dirais, qui peut être attribué à la naissance. Parce que là, c'est une communauté des femmes trans, transféministes, transféministes d'ailleurs, transféminines et transféministes. Donc, et donc, on voit bien que c'est un désir de penser et de lutter ensemble en dehors de tout séparatisme biologique et psychique. Ça, c'est très important et je dois le dire qu'effectivement, ces films ont beaucoup influencé, ces films, encore une fois, et vraiment, c'est mon livre sous le féminisme, à la base, c'était vraiment quelque chose que j'ai pu développer au fur et à mesure, aussi à partir de l'engagement de ce que je pouvais voir dans mon cabinet, de l'engagement des personnes LGBT que j'ai rencontrées. Donc, les désirs d'être femme, de ces femmes transgenres, n'est pas séparable, il est inséparable de celui de lutter ensemble. Et je répète, indépendamment de la classe sociale, de la race, de l'orientation politique ou sexuelle. On les voit très bien, je veux dire, dans toute manifestation, dans tout manifeste, des couleurs, je veux dire, LGBT égale différent. C'est vraiment tout l'idée de toutes les possibilités sont acceptées. L'inclusivité, vraiment au sens plus profond du terme et qui, encore une fois, nous permet de retrouver notre subjectivité à partir notamment de la différence qui est partie intégrante du groupe. Comme donc les groupes, je vous disais, dans les films sont hétérogènes. Et c'est ça qui, comme je vous disais tout à l'heure, entre les combats des minorités sexuelles,
hein, et ceux des femmes, hein, féministes, en particulier les femmes qui ont appartenu au mouvement MeToo, hein, non una di meno en Italie, ni una meno dans les pays de l'Amérique latine, hein, il y a même plus qu'une analogie formelle, je dirais. Il y a une convergence des faits contre un adversaire commun. Hein. Et quel rôle joue l'inconscient donc dans des transitions des genres polarisées par un désir féministe, hein, eh ben, encore une fois, est-ce qu'on peut penser que singulier et collectif sont inconciliables? Et point à clarifier tout de suite, la militance politique n'est pas une pratique idéologique, hein, elle n'est pas nourrie des fantasmes de toute puissance. Je dis ça parce qu'il y a eu un article assez gênant de Jacques Alamiller qui s'appelle Docile-trans. Voilà, il ne faut pas se fourvoyer par les titres qui paraissent sympathiques. Hein. Et encore une fois, il méprise totalement. Donc, il parle des premières hystériques de Freud, hein, qui étaient toutes seules dans leur cabinet. Les pauvres, justement, elles étaient seules dans les cabinets. Hein. Et alors, il parle de disons, de la militance politique comme une lutte hein, pour l'empowerment. Hein. Et alors qu'encore une fois, il ne s'agit pas de l'empowerment, hein, ce n'est pas du tout le monde phallique auquel on veut accéder, mais simplement, vraiment, hein, l'idée de pouvoir changer les modalités, disons, des liens sociaux dans le monde. Donc ces liens de solidarité hein, qui s'établissent non seulement entre les personnes trans, mais aussi entre les personnes trans et les femmes dans les luttes féministes, n'est ni idéal, hein, ni fraternel, ni phallique, mais sororal. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, sororal en psychanalyse? Donc, je dirais que d'abord, hein, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, l'idée, et ça c'est aussi quelque chose l'idée du film, et c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans la clinique, alors que souvent quand on entend, on lit des tribunes des psychanalystes, ou du moins en France, on entend des psychanalystes à la papa, hein, vous l'aurez compris, j'appelle les psychanalystes à la papa, les psychanalystes qui encore, ils sont comme des espèces disons, des bonnes consciences qui essayent de donner un avis un peu extérieur par rapport au phénomène du monde. Hein. Évidemment, c'est pas ma position. Mais disons qu'il y a souvent une panique hein, par rapport à ces psychanalystes, alors qu'on comprend très bien qu'ils n'ont pas beaucoup de cliniques qui regardent un peu du dehors les phénomènes un peu du monde, cette panique des modifications irréversibles du corps. Hein. À partir des cas des transitions, ça suffit de lire des articles scientifiques, voilà, ce que je fais. Bon, à une époque, j'étais vraiment très, très concernée par cette question et on voit qu'ils sont vraiment dans une minuscule minorité, et vraiment par rapport à toutes les personnes qui, grâce au fait qu'ils peuvent, encore une fois, accéder même enfants à des possibilités, disons, d'inscrire leur transidentité. Je veux dire, les suicides sont diminués, les insertions scolaires sont beaucoup plus faciles, etc. Donc, alors qu'il y a un petit pourcentage de transition qui fait vraiment disons la peur panique. Et encore une fois, il y a toujours cette idée que la transition des genres soit vraiment centrée sur la modification du corps. Et alors que, encore une fois, bien sûr, il peut y avoir des modifications du corps, mais je dirais que ce n'est pas, au moins dans ma clinique, c'est pas les points qui souvent est central pour la majorité des patients. C'est-à-dire, c'est pas rassembler en femmes, rassembler en hommes, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de mon corps qui s'explore, hein, qui encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette transformation hein, symptomatique. Encore, je pense à cette patiente cette jeune patiente, femme trans, qui, encore une fois, était très mal à l'aise, pas dans sa peau, dans le monde. Hein, encore une fois, et c'est pas toujours une question de mauvais corps. Hein, parfois, c'est être mal dans le monde, dans un monde qui est hostile, en quelque sorte, par des questions sociales et de plusieurs raisons. Et qui, notamment avec, disons, la seule façon qu'elle avait trouvé de supporter sa vie était des scarifications. Et au fur et à mesure qu'il a pu accéder à
à des modifications corporelles, et ces modifications lui ont permis au fond d'arrêter de se scarifier et encore une fois, de trouver une autre possibilité de vie pour son corps, à partir notamment de ces modifications et de ces inventions subjectives. Et donc, d'ailleurs, et ça aussi, pour moi, c'est aussi très important pour un psychanalyste, voir, encore une fois, ce que peut encore, Spinoza, qui est un des philosophes qui m'ont plus influencé dans mon parcours, disait dans l'éthique, c'est que nous ne savons pas ce que peut encore. Et je trouve que vraiment, cette maxime est vraiment parfois mise en évidence par ces personnes qui inventent et qui découvrent autrement leur corps. Et sont pour nous une grande forme d'enseignement, parce que si c'est vrai que si Freud a découvert quelque chose, c'est bien que l'objet du désir et l'identité sexuelle sont forcément instables et mutantes. Et surtout que la génitalité n'est ni le centre ni la finalité de la pulsion sexuelle. Donc, à partir de ce constat vraiment génial de Freud, qui parfois a été recouvert, encore une fois, par des attitudes normatives par lui-même, il ne faut pas oublier que Freud était un homme qui a vécu à l'époque victorienne, l'époque où il y a eu où la différence sexuelle était les plus marquée et où la position féminine était les plus, disons, la plus mise à mal. Donc, mais ce qui est important, encore une fois, comment la psychanalyse en général et les directions de la cure y gagnent notamment à ne pas figer les sujets, à ne pas les fixer ou les figer lorsqu'il est même dans sa position cisgenre du côté masculin au féminin. Voilà. Dès qu'on polarise d'un côté ou l'autre, c'est pour ça que d'un point de vue de la direction de la cure est très important. Cette idée de la transidentité ou de la transition. Parce que ça nous permet, encore une fois, même dans les personnes cisgenres, d'essayer de défaire un peu ces polarités qui ne sont pas malheureusement que des stéréotypes, mais ce sont, comme dirait Butler, des inscriptions de la norme au niveau de l'inconscient et qui déterminent parfois des vies très malheureuses, même dans des personnes cisgenres. Oui, vous voyez, donc je tiens à dire que c'est pas que les trans sont les malades et les cis sont les non-malades. Donc vraiment toute la dysphorie des genres, c'est un terme qui ne doit pas exister, justement. Et parce qu'encore une fois, ce n'est pas une maladie, comme tout symptôme, ce n'est pas une maladie, c'est simplement une modalité d'existence plus ou moins heureuse du sujet. Et cela vaut par n'importe qui, par toute identité, compris les identités, disons, cisgenres. Donc, oui, donc l'importance vraiment, c'est de repenser, mais ça, c'est scientifiquement éprouvé. Je ne vais pas, comment dire, mais rester sur ce point. L'idée d'un dégradé des variations, disons, des modalités corporelles. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il est vrai aussi que parmi nos patientes, ça m'est arrivé des personnes trans qui ont eu disons, un peu l'obsession d'un passing, qui c'est vrai qu'il peut aider à éviter les humiliations dont certaines personnes sont souvent l'objet. Et il faut les reconnaître quand il y a analyste et quand c'est le cas, là aussi, il faut vraiment accepter la position subjective et voir comment cette personne peut, encore une fois, s'en sortir vis-à-vis de ces questions. Mais je voudrais aussi prendre un texte qui est très important pour moi, qui est un texte qui parle notamment de cette problématique de passing, qui est un texte de l'écrivaine biologiste Giulia Serrano, Manifeste d'une femme trans, qui montre admirablement l'enjeu normatif de régulariser les corps vers les polarités homme-femme, afin d'établir un accord forcé entre les genres et sa représentation, son expression des genres, comme on dirait. Elle écrit que la transition physique est un processus depuis toujours régulé et limité par des cerbères
qui sélectionne sévèrement les candidates en fonction de leur potentielle intégration post-transition. Si l'on veut avoir l'autorisation de transitionner, continue, il faut se soumettre aux normes sociales des genres auxquelles on s'identifie. Donc, vous voyez encore une fois comment penser la transidentité comme quelque chose, encore une fois, de réglé, disons, à partir de deux pôles, ou comme une mutantité constante, comme dirait Preciado, ça change complètement la donne. Et je crois que Julia Serrano tombe juste. Je pense à une de mes analysantes qui, pour pouvoir avancer dans son projet de transition, a dû cacher son aspect masculin, parce qu'il voulait faire une transition tout en ayant disons, un aspect, une expression des genres qui n'était pas du tout celle d'un bimbo. Et donc, elle se présentait au rendez-vous travestie en bimbo pour pouvoir avancer, disons, dans sa démarche. Parce que pour son psychiatre, son endocrinologue, il était inconcevable de vouloir devenir une femme sans adopter les caractères stéréotypés de la féminité. Elle n'était pas crédible, on lui disait. Vous n'êtes pas assez motivée. Et on lui avait dit la première fois, quand elle s'était présentée habillée sous un style féminin non stéréotypé. Et donc, et surtout, encore une fois, j'insiste, il y a des cas où la médecine n'intervient pas du tout. Donc, vous voyez bien que quand je parle ici du corps et du symptôme, mais j'entends pas du tout forcément la modification corporelle à travers les hormones ou alors à travers la chirurgie. C'est vraiment une modification qui est par rapport en modification du rapport qu'il y a les sujets avec son traumatisme. Et c'est là l'effet à partir d'une identité de genre. Je pense encore à cette jeune femme trans qui cherchait à maintenir un certain flou au niveau de son identité et de son corps. Les prénoms qu'elle avait choisis avaient un sens pour elle et évoquaient une identité qui n'était ni masculine ni féminine. Elle n'avait d'ailleurs pas l'intention de faire la moindre intervention sur son corps, sauf une épilation aux jambes et au torse. Elle ne voulait ni de chirurgie, ni des hormones. Elle ne détestait pas son corps, autre stéréotype. Je suis née dans les mauvais corps aussi. C'est quelque chose, c'est presque une injonction que parfois on utilise pour justifier les changements de genre, alors qu'il devrait être justifié vraiment que par les désirs du sujet. Comme disait Tilsman, your corps is your. Ton corps est à toi. Et en tout cas, cette jeune patiente, elle ne détestait pas son corps. Je dis, je ne suis pas née dans un mauvais corps. Et aussi, elle était assez enragée contre cette, disons, stéréotype. Et elle désirait simplement, elle me disait, l'expérimenter, les suivre dans les surprises de sa mutation. Et donc, on voit bien dans les films, vraiment, si vous avez occasion de les voir, c'est vraiment évident que l'existence des personnes trans ne se réduit pas aux ennuis d'images, d'identité et des passings. C'est là que ça m'intéressait particulièrement par rapport à la question collective. Et c'est là que dans sa mutantité, comme dirait Preciado, ce corps devient révolutionnaire. Donc, notre champ de bataille n'est pas un corps trans en tant que corps sacrifié aux impératifs néolibéraux. C'est pas un corps victime, esclave des normes de sexe, ni encore esthétique, soumis aux idéaux des médias et sociaux de la perfection. C'est le corps trans dans le film en tant que corps sororal et militante. Un corps uni dans la dissidence, un corps désirante, au sens de Deleuze-Guattari, c'est-à-dire qui ne sépare pas les singuliers du collectif conformément à la logique du symptôme. Donc, essayons de voir, encore une fois, comment les symptômes, disons, agissent. Pourquoi nous parlons des symptômes collectifs? Ce que dans notre livre, nous appelons la sororité, encore une fois, non comme une sorte d'empathie un peu imaginaire, c'est pas une forme empathique. J'imagine la souffrance de l'autre et donc je suis empathique avec lui. C'est vraiment quelque chose qui part de son propre corps, qui se révolte lui-même et qui s'unit à l'autre corps, qui veut être
avec l'autre corps. Hein. C'est ce que je dois vous dire. Hein. Mon expérience, les livres sororité, est né vraiment des... C'est ce qui m'est arrivé à moi, hein, avec certaines patientes féministes, voilà, appartenant au mouvement MeToo, et quelque chose de mon corps, en quelque sorte, a commencé, je commençais pour être très agressive vis-à-vis des psychanalystes qui n'étaient pas, à mon avis, capables d'accueillir comme il fallait les questions, voilà, les phénomènes trans ou les phénomènes liés à MeToo. Hein, je pense à Rudinesco, Jean-Pierre Lebrun, Melman. Voilà, j'étais au départ très agressive, donc vous voyez un symptôme, très isolée, je m'étais un peu isolée. Et au fur et à mesure, je commençais à écrire, et voilà, et c'est devenu un livre d'ailleurs collectif en quelque sorte, parce que je l'écris avec Patrice Maniglier, et après, voilà, avec certains d'entre nous, Tammy Ayouch, Fabrice Bourlaise, Laurie Lofer et d'autres, on a décidé vraiment à se mettre ensemble à partir de cette même, disons, ces symptômes douloureux de la psychanalyse aujourd'hui en France. Hein. Donc, vous voyez, c'est quelque chose. J'étais pas empathique avec Fabrice Bourlaise. Hein. Mon corps avait besoin de se finir avec celui de Fabrice Bourlaise. Donc, c'est tout à fait une autre modalité pour penser les liens sociaux à partir de son propre trauma, à ma façon de subir une certaine psychanalyse, que pour moi, je suis sortie là. Avant, était présenté que je suis espace-analytique, je ne le suis plus depuis 5 ans, mais malheureusement, je ne sais pas comment intervenir sur Google pour l'enlever. Et donc, mais en tout cas, voilà, j'ai quitté l'institution, j'ai quitté beaucoup de lieux où, encore une fois, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace pour des questions LGBT, féministes, écologiques et racisées, etc. Hein. Donc, voilà. Mais voilà, on s'est reconstitué autrement. Et donc l'identité des genres d'une personne, hein, j'essaie de revenir à ma question, d'un point de vue psychanalytique, ne se construit pas à partir d'un processus imaginaire et idéaux, hein, mais à partir, voilà, elle est la conséquence sous les sujets des normes sociales. Hein. Donc l'identité est un trait distinctif du sujet. Mais moi, je le vois, encore une fois, non comme quelque chose hein, de l'ordre du moi, c'est-à-dire de la défense narcissique, hein, c'est-à-dire une défense qui bloque le traumatisme, hein, qui refoule, qui ne veut pas voir le traumatisme. Mais c'est un effet du corps hein, qui porte la trace du trauma et qui se répète dans les symptômes. Et c'est les symptômes hein, qui se chargent de l'identité du sujet. Hein. En tant que répétition toujours modifiée du trauma, il détermine les productions du désir du sujet. Vous voyez, les symptômes, c'est, disons là, l'élément plus réellement concerné par les désirs inconscients du sujet, désir qui est toujours marqué par le traumatisme. Hein. Et donc, et les symptômes, donc, les fixent, hein, est fixé à une certaine jouissance, hein, qui est plus ou moins supportable. Comme je vous disais, n'est pas un trouble à disturber, mais on doit miser d'un point de vue psychanalytique sur la transformation, hein, qui peut devenir une solution capable de maintenir les sujets dans quelque chose qui, autrement, lui serait insupportable. Hein. Et je l'ai vu moi-même, qui dans beaucoup de cas, encore une fois, pas tous les cas, il y a des cas où on peut avoir des problèmes avec les questions de la transition de genre, hein, c'est ce que nous on voit aussi en analyse, mais on voit aussi beaucoup de cas où notamment la transition de genre peut être vraiment une véritable expression du symptôme heureux, hein, c'est-à-dire une modalité de faire avec son propre trauma hein, qui tient et qui permet au sujet, en plus, un engagement collectif. Donc, les sujets, dans les symptômes, s'inventent une pratique du corps qui correspond à sa modalité de jouir. Hein. Donc, l'identité liée à la modalité de jouir du sujet, hein, ce que Lacan appelait identification du symptôme, et non, je le répète, au moi, non à l'idéal, non à ce que j'imagine être. Hein. Et c'est vrai que cette identification a quelque chose de bizarre, puisqu'au lieu d'avoir cette composante idéalisante caractéristique des identifications,
Elle est une identification justement à ce dont on aurait voulu au départ se débarrasser. Hein? Je pense encore à cette personne qui au départ, elle avait des corps disons, vis-à-vis une jeune femme trans qui avait subi des violences sexuelles, qui notamment les scarifications, c'était une manière, encore une fois, pour tenir vis-à-vis de ce traumatisme insupportable, mais qu'elle était venue justement en analyse pour arrêter de faire ça, parce que ça devenait quelque chose de dangereux pour elle. Et c'est là c'est la question de la transition à partir de ses connaissances, à partir de ses études. Bon, je ne vais pas vous dire tous les détails en ce moment, ce n'est pas important, mais c'est à partir de là, encore une fois, à partir du trauma, que la transition a pu se mettre en place. Vous voyez, c'est pas du tout les mois, soi-même comme on voit, comme dit Roudinesco, voilà, c'est quelqu'un qui décide comme ça, consciemment. Non, non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment quelque chose qui naît de ce qu'il y a de plus singulièrement singulier dans les sujets, les traumas. Donc, et cette assumption, donc, c'est pour ça qu'on parle d'identification au symptôme, n'est pas une résignation, je suis comme ça, tant pis, ni une construction idéale et rassurante de sa propre image. Et à travers cette identification hors norme, les sujets consentent à la jouissance qui s'exprime dans son symptôme. Hein, et il s'en plaint plus. Cette jouissance est devenue vivable pour le sujet et lui permet une inscription dans les liens sociaux. Donc, il y a un rapport entre le corps traversé par les symptômes et l'activité politique du sujet. Hein, comment le corps symptomé devient un sujet militant. Donc, comme je disais, on ne trouve pas une cause aux symptômes. Hein. Par exemple, il est absurde de chercher les raisons familiales, structurelles, pathologiques, hein, au désir d'échanger les genres. Bien sûr, le nombre de genres influence les désirs dans son rapport à l'identité, mais il existe, hein, dit Freud, des zones de l'inconscient, hein, ouvertes à la contingence et à l'invention du corps symptôme. Puis les corps trans, hein, peuvent être, hein, au moins beaucoup, hein, de ceux que j'ai rencontrés dans ma clinique, violés, humiliés, discriminés, exploités, marchandisés, hein, et qu'on les voit aussi dans le film d'Isabelle Solas, ils sont aussi, le même corps, une arme puissante de combat. Et si la bataille est dure, la joie de s'y trouver ensemble l'emporte surtout, car elle permet aux symptômes de faire lien. Et de là, est là que nous considérons, donc il y a, Freud parle des contagions psychiques, hein, et c'est-à-dire quelque chose, hein, comme un social traumatique, hein, qui encore une fois, je répète, n'est pas un traumatisme collectif, hein, qui est une pure fiction idéologique, hein, qui écrase tout ce qui se joue de subtil et d'intéressant dans les jeux complexes du psychisme et du politique. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est un social traumatique, hein, et mon idée, mon hypothèse, c'est que les politiques, hein, aujourd'hui, d'un point de vue psychanalytique, bien sûr, ne peut être que du social traumatique, c'est-à-dire du social qui est traversé par cette énergie traumatique transformable et qui peut devenir une arme puissante des combats. Donc, et c'est ce que j'appelle notamment la sororité, aux contagions symptomatiques, aux symptômes partagés, aux symptômes collectifs. Donc, on est emportés ensemble, nous pouvons dire, à partir de ses propres coordonnées traumatiques. Hein. La sororité, encore une fois, la seule condition est qu'il y a quelque chose d'inconscient, hein, de corporel qui se met en jeu. Hein. Vous voyez, on n'est pas sœurs par intelligence, c'est pas un processus rationnel. Hein. C'est vraiment quelque chose qui prend au corps. La sororité donc existe à travers des signes qui ne sont pas des symboles de ralliement, mais des retours du refoulé, hein, ce refoulé traumatique. Ces signes sororaux se confondent avec les symptômes révolutionnaires lui-même. Inutile de le dire, hein, les travestis de nos corps sont vos champs de bataille partagent à tout égard avec les féminismes un symptôme révolutionnaire caractéristique de notre temps et par lesquels nous sommes, de fait, aujourd'hui, toutes sœurs.
Les corps trans donc s'expriment dans les symptômes partagés. Hein. Corps rejetés, discriminés, prostitués deviennent, grâce à la force du collectif, des corps transformés individuellement et socialement, qui jouissent dans leur engagement collectif à travers leurs symptômes heureux et surtout leurs symptômes sororales. Voilà, je vous remercie. Fini. Wow, excellent. Oh, thank you. Thank you. Thank you, Sylvia. C'était très bien, merci beaucoup. C'était vraiment un tour de force. C'était très inspirant. Ça m'a rappelé une citation qui m'a toujours été un peu conflictuelle, qui m'est restée dans la tête pendant très longtemps. Je vais le mettre sur les chats. C'est de Guattari, Les trois écologies, et les individus doivent devenir à la fois solidaires et de plus en plus différents. C'est une provocation pour moi en tant que psychanalyste. Quand je travaille avec des patients trans, j'essaie de comprendre les liens entre la clinique et la politique, et je pense que ton travail fournit quelques coordonnées qui peuvent faire avancer ce travail. Vous pensez à propos de comment les concepts, la conception des collectifs universels peut se baser sur quelque chose qui relève de l'exclu, du non-tout, du pas-tout, de façon qui ne sera pas capturée par la logique du père, du phallus, et répéter donc le même phénomène qu'on voit dans des groupes, dans des foules. Et on va ouvrir donc le temps pour le débat, pour les questions et les discussions. J'aimerais bien vous remercier d'avoir apporté ces idées précieuses à propos de cette question de mon erreur. On n'a pas beaucoup de temps, mais soyez à l'aise de vous lever la main. Vous pouvez aussi poser des questions par le chat. Je vais répondre à toutes les questions et je vais répondre à la fin, si vous êtes d'accord. I'm sorry. OK? Je vais répondre à la fin. I'm going to answer at the end. Yeah. So we're going to have all the answers. Comme ça, on peut avoir toutes les réponses en même temps. Donc, on va poser toutes les questions et après, elle va répondre tout à la fin. Donc, soyez à l'aise pour lever vos mains, pour poser vos questions. Eliane et Alexandra. Eliane et Alexandra. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Bonjour. Merci. Parabéns. Muito obrigada. Bravo. C'était excelente exposição. un exposé excellent. J'étais très interrogée de penser à la prostitution qui est antérieure à la question de personnes trans, mais la prostitution comme un métier, le métier le plus ancien que nous avons, et comment ces corps pourraient être pensés dans cette logique que vous avez construite. J'imaginais par exemple, je reçois des prostituées et quand elles se montent, c'est comme ça qu'elles disent, et comme elles prennent une autre identité, comme elles sont absorbées par cette identité dans la prostitution et perdent une certaine désir pour la vie de l'identité de certificat d'acte de naissance. Je ne sais pas si vous pouvez en parler un peu plus. Obrigada. Merci.
Oi, Alexandra. Alexandra. Obrigada, Silvia Merci Lupi, beaucoup, Sylvia pelo que Lippi, você trouxe, muito de ce que interessante. vous Eu avez gostaria apporté. de C'est saber très se você intéressant. poderia J'aimerais falar bien um pouco savoir si vous mais, pourriez desdobrar parler un peu essa ideia plus, que você déployer un falou peu de l'idée ser revolucionário. d'être Um pouco révolutionnaire, enquadrar esse un peu conceito cadrer ce de concept. autores, como é que se está Quels colocando auteurs, isso comment vous les dentro mettez dans do seu trabalho. votre Obrigada. travail. Merci. Obrigada. Perfeito. Bah oui, je vais déjà commencer à répondre un peu ce que j'ai dit. Alexandra et Eliane ont un peu dit. Oui, c'est vrai que vraiment la question de la défense, vous avez pris l'exemple des Guattari, bien sûr. Moi, j'avais dit Negri aussi, que vraiment c'est vraiment la base de toutes sortes d'anarchie. Et encore une fois, ce qui est intéressant, et c'est quelque chose que je suis en train de travailler en ce moment, c'est vraiment l'idée qu'en même temps, quand nous pensons différent, en tant que psychanalyste, nous avons un peu cette reflet de penser que c'est l'altérité, comme si nous sommes complètement dehors, non? C'est-à-dire, moi, je suis une femme cisgenre, donc je dois presque comme regarder une personne trans comme ça, presque, je ne connais rien, je suis différent, donc je suis dehors, donc je suis un peu liée, un peu presque humble vis-à-vis d'elle. Non, ça c'est une attitude un peu, c'est déjà bien, hein, je veux dire, plutôt que mais je pense qu'on rate quelque chose de plus important. Et pourquoi vous avez cité à juste titre Guattari, et je pense en particulier à l'Antiédipe aussi. Et ça, c'était aussi là, c'est lié à mon expérience, par exemple, avec la psychose. Que, évidemment, si on pense la psychose comme quelque chose de complètement autre, la folie, c'est les autres. Voilà, moi, je suis là, humble. Non, c'est quelque chose en moi. Donc, moi, quand j'écoute les personnes trans, il y a quelque chose dans la différence, mais aussi qui réveille mon traumatisme à moi. C'est ça, la sororité. C'est-à-dire, c'est vraiment cette partie où, tout en m'acceptant différent, tout en l'acceptant en tant que différent, parce que c'est réciproque. Qu'est-ce qu'ils font les psychanalystes à la papa? Ils n'acceptent pas leur possibilité d'être eux-mêmes trans, un peu, dans une partie de leur inconscient. Freud l'a toujours dit. Lui, il disait avec les termes de son temps, on est tous bisexuels. Hein? C'est déjà beaucoup. Hein? Rappelez-vous qu'on est à l'époque victorienne. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, si on retrouve notre partie trans, mais pas, elle vient d'emblée, et il y a tout de suite cette transfert sororal, à ce point-là, on peut penser différemment la différence. Hein? Pas, encore une fois, comme une altérité absolue, comme une sorte de position humble vis-à-vis du trans, qui au fond sont positions très supérieures en même temps. Parce que moi, que je suis supérieure, je fais semblant d'être humble. Ça va pas, cette idée-là. L'empathie. Non, c'est simplement laisser faire, laisser venir son propre traumatisme. Donc, c'est cette façon-là que Deleuze-Guattari avait très bien compris, Guattari en particulier, d'ailleurs, parce que c'était au fond Guattari qui était à la borde, hein. Deleuze n'y était pas beaucoup. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y allait une fois et puis il n'y allait pas. Alors que, notamment, être avec les psychotiques de la borde, c'est permettre à sa propre folie d'exister. C'est toujours une forme plus émancipée. Hein? La forme psychotique d'existence est plus émancipée que la forme névrosée. Hein? Parce qu'il y a quelque chose de l'inconscient à ciel ouvert. Il n'y a pas ce foutu refoulement qui nous casse la vie. Voilà. Donc, les transferts avec des personnes trans, les transferts trans, ça permet d'ouvrir un peu de ce refoulement avec lesquels nous sommes tous confrontés. Et donc, là, c'est la même chose avec les passages, hein, pour Eliane. C'est vraiment l'importance encore une fois, de ces passages, encore une fois, l'identité et corps qui se transforment. Vraiment, c'est très difficile en psychanalyse et partout, on est obsédé par la question de l'identité et on la pense toujours avec les stades du miroir, les moi, l'idéal, l'idéalisation. Alors qu'il y a, Lacan nous laisse cette phrase qui prononce
disons, c'est un impact dans son enseignement où il parle d'identification. En réalité, c'est une élève à lui qui dit, ah, vous avez parlé d'identification symptôme. Il est lancé comme ça, mais beaucoup de psychanalystes ont parlé de ça, mais c'est vraiment cette idée où tous les passages s'est fait à partir de la transformation du corps, sous n'importe quelle forme. Et là, c'est un point commun entre les cis et les trans, parce que chacun les transforme et chacun les transforme aussi avec les genres à sa façon. Voilà, même si après, il ne change pas d'identité. Donc, nous apprenons, et surtout, vraiment, moi, j'ai changé beaucoup parce que j'ai beaucoup de personnes cisgenres qui étaient obsédées par une certaine identité, qui c'est l'identité de la naissance, étaient bloquées dans cette, disons, dans cette forme. Je ne sais pas, je pense tout simplement à une patiente qui, voilà, elle gagnait plus de son mari et pour elle, ce n'était pas possible parce que l'homme doit gagner plus qu'une femme. Vous voyez, des petites choses comme ça. Alors, une autre jeune femme qui est enceinte et qui dit, mais moi, j'ai peur que ma fille soit une femme. Alors, on dit, oui, c'est de la mesure. Non, on va les travailler, on travaille que les femmes de sa famille étaient toutes hystériques parce que toutes les femmes étaient trompées par les hommes. Donc, il avait que les cris hystériques pour se rebeller. Hein? Donc, vous voyez, c'est très important vraiment de cette ouverture, de cette... Moins on est du côté des pôles, hommes-femmes, et plus on laisse les corps s'expérimenter dans ces transitions et transformations. Hein? Révolutionnaires quand ils sont ensemble. C'est-à-dire, je veux dire, moi, je crois que pour moi, l'intervention des Preciado, ce qu'ils font tous les jours, heureusement, j'habite dans un quartier très LGBT, donc hier soir, je vois disons, des éléments partout, donc même ma vie, je veux dire, je connais tous les gens qui vont, je veux dire, je suis même en dehors de ma clinique, je veux dire, je suis tout le temps confrontée. Et pour moi, ça, c'est de la révolution. C'est-à-dire le fait qu'on puisse, c'est pas au sens, encore une fois, des badiou, de la révolution comme ça, avec les chefs, avec l'idéal, tous ensemble. Ce sont des petits groupes révolutionnaires, disons, des petits éléments dispersés révolutionnaires. Hein. Pensons vraiment à MeToo. Hein. Ni una meno avec, par exemple, ni una meno en Italie, le problème, non una di meno, è les féminicides. Ici en France, c'est plutôt l'abus sexuel et l'inceste. Dans l'Amérique latine, c'est souvent des questions liées à la question raciale et coloniale. Vous voyez? Donc, le fait qu'il y a des différentes manières des feux révolutionnaires un peu partout qui changent la modalité des pensées, voilà, pour moi, c'est ça qui est révolutionnaire. Et encore une fois, moi, je suis liée à le combat de cette femme trans en Argentine filmée dans le film parce que moi, j'ai mon traumatisme qui se réveille en écoutant les siens. Et il y a l'autre, même si je parle les mêmes problèmes raciaux que peut avoir une autre personne, il ne faut pas être pareil. Voilà. C'est ça la question, non? C'est pour ça que quelque part, les hommes aussi peuvent être des sœurs, quelque part, dans notre vie. Je veux dire, il n'y a pas forcément, encore une fois, l'inclusivité le doit être radicalement, même dans tous les risques qu'il y a. Quand je présentais les livres sororité en Italie, il y avait des femmes qui me disaient, mais vous savez, Sylvia, moi, je ne pourrais jamais parler avec un homme. Eh bien, ok, tant pis. Pour l'instant, mais les hommes cis, évidemment, on les met là sur les bords, ils peuvent rester un peu pour les bords avant d'entrer, mais disons, l'idée est vraiment de réussir à penser cette inclusivité, et c'est là l'aspect révolutionnaire de l'affaire. C'est-à-dire le fait que chacun de sa position, et aussi la modalité de faire la révolution est différente. Moi, je ne participe pas trop disons, aux manifestations, bien sûr les plus importantes, mais bon, je travaille tout le temps dans mon cabinet, je les vois passer au-dessous de chez moi, ici, ils sont souvent, je suis dans un quartier où il y a souvent les manifestations, mais moi je le fais à ma façon, en parlant d'une certaine psychanalyse, je ne sais pas, une autre personne les fait dans une institution, en travaillant avec les femmes qui ont des problèmes, une autre les fait avec l'institution qui est capable d'accueillir les enfants, qui sont en train de faire les mutations des genres, etc. Je veux dire, chacun peut le faire à partir d'une position différente. Il n'y a pas d'une idéologie qu'il faut faire tous la même chose ou combattre de la même façon. Mais la révolution vient du fait qu'on fait confiance à l'autre. Voilà, on fait confiance à la sœur. Voilà, ma collègue qui m'envoie souvent des enfants
quand il dépasse 17 ans, qui ont commencé des transitions à la salpêtrière, je lui fais entièrement confiance. Voilà, il y a une sororité dans cette manière avec laquelle on accompagne les enfants et les familles dans les transitions. Elle, moi de mon côté, elle du sien, je veux dire, sans besoin de penser les collectifs à partir des stéréotypes auxquels on est habitué. Hein? Par exemple, on peut être dans l'institution. Moi, j'ai quitté l'institution quand je voyais qu'elle n'était plus du collectif. C'était devenu le pouvoir des médecins qui décidaient quoi faire et les psychologues qui étaient plus ou moins adaptés à ça. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est vraiment accepter n'importe quelle situation. Et aussi, les faits, c'est pour ça que je tiens beaucoup à être ici avec vous. Plus c'est mondial, voilà. Plus c'est différent, plus n'est pas concentré. Hein. Quand je fais récemment mon intervention aux États-Unis, j'étais très contente parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas un seul Français. Moi, j'étais la seule, mais bon, je suis italienne, donc j'ai dit finalement, il n'y en a pas un. Et pour moi, c'était important, non parce que je déteste les Français, mais parce qu'il y a cette centralité que jamais, il y a toujours un Français dans une conférence de psychanalyse. Vous voyez, surtout lacanienne. Et là, je dis, c'est très révolutionnaire, enlever ce auquel on est habitué, où il y a une centralité. Les points problématiques du collectif, c'est pas les singuliers, mais c'est les centralités. C'est quand il y a un centre, phallique, paternel, mort, vivant. C'est ça le problème. S'il y a les centres, alors la déterritorialisation, dirait Deleuze Guattari, les décentrements, les racines épargnées, la multiplicité, la multitude dont parle Negri, hein, ce sont toutes les formes où on peut aujourd'hui repenser, encore une fois, la psychanalyse à partir de toute cette modalité décentrée dans laquelle elle peut exister. Voilà. Thank you, Sylvia, Jed, and thank you everyone for your questions. Merci To close beaucoup our event today, I now hand it over to Benoît, who à has tout le monde. an Merci announcement to make. Sylvie. On va passer à Benoît qui a une annonce à faire. Só queria dar algumas Je voulais juste rápidas informações. passer quelques informations. Comme nous avons commencé un peu plus tard, probablement, si c'est possible, on va continuer un peu la discussion qui est tellement bonne. Quelques minutes de plus, on sera en retard. Avant de passer au débat, je voulais juste vous transmettre une information. Tatiana, tout le monde a compris, pour des questions de santé, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais quand elle ira mieux, elle va enregistrer son intervention, son exposé, et elle va le rendre public, le rendre disponible pour ceux et celles qui se sont inscrits à l'événement d'aujourd'hui. Donc, bientôt, on va rendre disponible cet enregistrement. Une autre information, nous avons une série de rencontres, des séminaires qui s'appellent les ateliers de jeudi. Et les prochaines dates, je pense qu'on va le mettre sur les chats très probablement. Sera notre collègue et très ami Jeff qui va présenter dans 2 séances une thématique très intéressante et stimulante. Et je vais vous rappeler de nouveau que nous avons ouvert les inscriptions pour les nouvelles formations. Le moment est maintenant, si vous voulez vous inscrire, parce que nous n'avons pas énormément de place. Benoît, j'ai une question. Quelque chose du trauma. Quelque chose du trauma unit aussi l'oppression cis-hétéronormée, également pour quelque chose de la sororité dans la répression. Qu'est-ce que c'est le trauma? Hein? Qu'est-ce que c'est le trauma, effectivement? C'est assez difficile à préciser parce que, encore une fois,
moi, souvent, je fais une différence entre, par exemple, ma position et celle de Butler, qui est évidemment, évidemment très importante pour cette question. Il a vraiment, il nous a ouvert à toutes et tous la voie. Mais disons, en quelque sorte, la différence, c'est qu'elle sait, elle, en quelque sorte, pas elle, disons, dans son idée aussi de la performance des genres, il y a toujours quelque chose comme, on sait déjà qui est l'agent du traumatisme, c'est-à-dire les mondes hétéropatriarcales ou les mondes cis, normatifs, etc. La norme, voilà. Il y a la norme qui est le coupable. Or, d'un point de vue psychanalytique, bien sûr, on peut dire que c'est la norme hétéro, cis, etc. Mais ça reste très général. Parce que quand on écoute nos patients, c'est ça la singularité absolue. C'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas nommer. Nous pouvons le nommer, bien sûr, mais quelque part, nous savons qu'il y a une autre manière avec laquelle nous réagissons à cette normativité. Hein? Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'en général, la norme est un traumatisme pour tout le monde. Chacun a sa propre particularité. C'est pour ça que je tiens beaucoup à penser les traumatismes comme singuliers et quand, en revanche, la sororidade, la sororidade est en revanche quelque chose que là, c'est vraiment collectif. Là, on peut le partager parce qu'on est déjà tous différents. Chacun a son traumatisme. Moi, vis-à-vis, je vous dis, par rapport à la question de la, disons, de la situation de la psychanalyse, pour moi, c'était presque traumatique le fait que, d'une manière de traiter les femmes dans les conférences, toujours 40 hommes et 3 femmes d'un côté, devoir démontrer qu'il fallait être comme des hommes pour pouvoir parler en public. Je veux dire, il y a eu mes situations, mais ma façon d'entrer dans cette relation avec les autres féministes était mon agressivité à l'égard de la... J'ai commencé avec ces symptômes-là, qui après, ça a changé. Et ça, c'est complètement singulier parce que ça revient à partir de ma position singulière, mais en même temps, il rencontre les autres et là, c'est là les partages. Hein. Et ce que vous dites, la répression, donc ce qui est différent des autres formes de groupes qui sont toutes formées sous la répression, sous le refoulement du trauma, on ne veut pas voir le trauma. La loi de la castration, si on veut, elle est là pour garantir les groupes de frères, hein, disons, pour que les traumas ne puissent ressurgir. Ce n'est pas un problème de la castration, c'est le problème du trauma qui peut ressurgir. Or, la sororité, c'est l'inverse. Le trauma peut revenir dans les symptômes et on en fait quelque chose. Donc, vous voyez, c'est pour ça que pour moi, c'est politiquement très important, la sororité. Et ça va dans toutes sortes de groupes. Vous voyez, ça peut être... c'est pour ça que j'ai pris ces films, parce que là, c'était vraiment la sororité dans des communautés trans. En plus, il y a aussi... Il combattait pour la question écologiste. Elle combattait ces femmes aussi pour la question féministe. Il y avait des femmes, il y avait par exemple une conférence d'Audre Lorde, je ne sais pas, d'une grande figure noire, alors qu'elle était blanche la plupart, mais là il y avait cette personne noire avec la problématique raciale. Et là, elle combattait pour ça. Je veux dire, il n'était pas là pour parler de... La question, c'est que quand on est dans un rapport sororal, on ne parle pas des problématiques, encore une fois, d'un groupe comme unitaire et unique. Mais c'est ce qui se passe dans LGBT, dans les prides. Il y a toujours toutes sortes de groupes qui participent. Et on ne va pas vous demander, mais vous êtes homo, vous êtes cis. Je veux dire, on est là ensemble et chacun à partir de son expérience. Donc, les points importants est, il n'y a pas, d'un point de vue de la psychanalyse, disons, un abuseur du traumatisme identifié. Il faut laisser la partie singulière trouver sa manière et la sororité comme lien collectif, en revanche, et qui permet, encore une fois, le retour du traumatisme et qui est contre
la répression, parce que nous savons que la répression fait plus de dommages que n'importe quelle chose. Le fascisme, c'est un retour du refoulé. Hein? On peut dire ce qu'on veut, c'est quelque chose qui, encore une fois, alors que vous voyez, dans la sororité, c'est intéressant, l'identification est directe, traumatisme et symptômes. Alors que dans les foules, il y a les sujets, l'idéal et l'autre. Voyez, et cette médiation revient justement, c'est-à-dire quand les pères tout-puissants, disons, ne tiennent plus dans sa position, mais il ne tient pas plus dans sa position parce qu'il y a les singuliers qui reviennent. Moi, je pense toujours à la Deuxième Guerre mondiale en Italie. Quand elle était en guerre, il y avait les soldats dans leur singularité qui souffraient, qui avaient l'angoisse et ils ne pouvaient plus aller à la guerre. Donc, c'est les traumatismes singuliers qui ils ne pouvaient plus être derrière ma nation est la plus forte, Mussolini, il Duce, etc. Donc, c'était les singuliers qui a détruit les fascismes. Heureusement qu'il y a les singuliers. Donc, les traumatismes nous sauvent du fascisme. Mais malheureusement, si on continue à utiliser la modalité de faire lien social à partir de l'idéal, de la castration, du phallique, du père mort, vivant, etc., à ce point-là, on est destiné à faire revenir le fascisme. Vous voyez bien la continuité qu'il y a entre Macron et les fascistes. Je veux dire, entre Macron et Trump, il y a une continuité. Si on ne comprend pas ça, bien sûr que ce n'est pas la même chose, et entre Trump et entre les dictateurs. Merci. Il y a des différences, mais il y a une continuité. Voilà. Voilà. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Non, c'était super. C'est vraiment formidable. Un échange incroyable. Malheureusement, je voyais un iPad qui a levé la main. Malheureusement, on ne peut pas prendre plus de questions. Nos chères traductrices sont pendant déjà depuis 1 heure et demie. Et donc, on doit les laisser un peu se reposer. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un événement ensemble ici au sein de l'IP. En tout cas, bienvenue à la communauté de l'IP à nouveau, Sylvia. C'était un moment important pour la fierté LGBTQIA+. Merci beaucoup. Obrigada. Merci à vous tous pour votre présence. À Fernanda et à Maya, un grand bravo pour les traductrices et puis pour tout le monde qui était ici à l'organisation. On vous a mis les informations dans le chat pour tout ce qui se passe à l'IP. N'hésitez pas à rester avec nous. Main dans la main, on est plus fort. Un bon week-end à tous. Je vous remercie. Au revoir.